À Ouagadougou, la nuit retient son souffle tandis qu'une présence plus dense que la peur s'étend dans les ruelles poussiéreuses. Autour du capitaine Ibrahim Traoré, une garde sans uniforme ni insigne, née des tranchées, tient plus de l'idée que de la parade. Comment protéger un homme sans l'enfermer? Et comment Ibrahim Traoré transforme-t-il cette vigilance en symbole d'indépendance africaine pour un pays marqué par la trahison? Le cœur de cette révolution bat dans des regards silencieux, où la loyauté s'éprouve sous le feu et la patience remplace les médailles. Derrière chaque silence de la garde d'Ibrahim Traoré se cache une promesse, celle de préserver la souveraineté du Burkina Faso face à un monde où la trahison voyage plus vite que les balles. Cette mission n'est pas seulement militaire, elle est existentielle. Si cette ligne de défense cède, c'est toute l'idée d'une Afrique qui choisit son propre destin qui chancelle. La question n'est plus de savoir qui protège le capitaine, mais ce que sa protection révèle. Une vision d'État où la confiance devient une denrée plus rare que les armes. Pour le peuple, chaque jour où le calme demeure est déjà une victoire. Mais dans un pays miné par les coups d'État et les influences étrangères, maintenir cet équilibre revient à marcher sur un fil tendu au-dessus du vide. La promesse d'Ibrahim Traoré à ses hommes est simple. La loyauté ne se jure pas, elle se prouve, et chaque souffle de vigilance est une part du serment national. La première révélation frappe tôt. Le cercle qui entoure Ibrahim Traoré n'est pas une garde présidentielle ordinaire, mais une architecture de survie. Selon plusieurs sources internes, moins de 20 hommes composent le noyau dur, une proportion infime si l'on compare aux effectifs pléthoriques des anciens régimes. Leur efficacité repose sur un paradoxe. Plus la menace augmente, plus le groupe se réduit, resserrant ainsi la chaîne de confiance. Ce modèle est né d'une observation simple. En Afrique de l'Ouest, la chute de nombreux dirigeants a commencé au sein même de leurs cercles les plus proches. De Thomas Sankara à Patrice Lumumba, l'histoire rappelle que la trahison n'a pas besoin d'ennemis extérieurs pour frapper. Ibrahim Traoré a retenu la leçon dès ses premiers jours au pouvoir. Ses gardes ne viennent ni des académies militaires, ni des bureaux climatisés, mais des tranchées, de ceux qui ont partagé la boue, la faim et les nuits sans fin. Leur fidélité ne se proclame pas, elle s'éprouve sous la pression du feu réel. Avant de pouvoir approcher le capitaine, chacun subit des épreuves d'endurance physique et mentale où la peur devient compagne d'entraînement. Ces tests, inspirés des incidents vécus, embuscades, tentatives d'empoisonnement, infiltration, transforment chaque faiblesse identifiée en module de formation. Ainsi, la garde n'apprend pas la défense dans les livres, mais dans le souvenir vivant du danger. Mais la vraie question persiste. Protège-t-il un homme ou une idée? Dans leurs mots, il ne s'agit pas de défendre un corps, mais une souveraineté encore fragile. Cette distinction change tout. La loyauté n'est plus seulement personnelle, elle devient politique, presque spirituelle. C'est là que commence la singularité du système. Un réseau où la vigilance prend valeur de foi, et où chaque silence pèse autant qu'un serment. Au centre de cette vigilance se trouve un personnage discret, souvent cité comme le sentinelle invisible d'Ibrahim Traoré. Il ne porte ni uniforme ni grade officiel, mais son influence traverse chaque décision tactique. Ancien combattant des premières offensives contre les groupes armés, il a partagé avec Traoré la même poussière et les mêmes nuits sans sommeil. Son rôle dépasse la protection. Il incarne la mémoire vivante d'un combat où la confiance s'est forgée non dans les discours, mais dans le feu. Sous sa supervision, la garde a transformé la notion de sécurité en un véritable art d'anticipation. Chaque déplacement du capitaine obéit à une logique d'imprévisibilité. Itinéraires inversés, signaux discrets, surveillance des regards plutôt que des armes. Le protocole militaire classique s'efface au profit d'un instinct collectif, hérité du champ de bataille. C'est une garde sans mur,
mais pas sans rigueur. L'impact s'est fait sentir dès les premières semaines du régime. Les complots annoncés n'ont jamais mûri. Les tentatives de sabotage se sont éteintes avant d'éclore. L'efficacité semble presque surnaturelle, mais elle naît d'une discipline simple. Observer sans relâche et parler le moins possible. Sous ce silence, un système complet de protection humaine se déploie, fondé sur la lecture des microsignaux, sur la compréhension des peurs avant qu'elles ne deviennent menaces. Ce modèle, à la fois primitif et visionnaire, place la loyauté au-dessus de toute hiérarchie. Et c'est sous cette inversion des codes, aussi fragile que fascinante, qui donne à la révolution de Traoré sa première respiration durable. Tout commence dans la poussière des premières offensives. Lorsque Ibrahim Traoré prend les armes aux côtés de ses compagnons, il ne s'agit pas encore de protéger un chef, mais de survivre ensemble. La fraternité née dans les tranchées devient le socle invisible de ce qui deviendra plus tard la garde la plus secrète du Burkina Faso. Au fil des mois, chaque affrontement forge un code. Celui qui recule une fois ne reviendra plus. Ainsi s'érige la première muraille, non pas de pierre, mais de regard. Lorsque Traoré arrive au pouvoir, ce noyau de combattants devient naturellement le cercle intérieur. Aucun décret ne les institue, aucune loi ne les décrit, mais tous les reconnaissent. Ils se déplacent comme des ombres, toujours 2 pas derrière, jamais dans le champ des caméras. Leur force ne réside pas dans la démonstration, mais dans l'économie du geste. Ils savent qu'un mouvement inutile attire le danger. Peu à peu, la structure s'affine. Les tests se multiplient. Endurance, privation, silence forcé sous la menace simulée. Une erreur, même minime, suffit à l'exclusion. La garde ne recrute pas. Elle reconnaît ceux qui résistent. Ceux qui échouent disparaissent sans commentaire, et personne n'en parle plus. Le secret devient leur serment. Mais l'histoire prend un tournant décisif lorsqu'un attentat est déjoué à quelques kilomètres de Ouagadougou. Selon des témoins, c'est un simple regard échangé entre 2 gardes qui alerte tout le dispositif. Aucune sirène, aucun cri. En moins de 3 minutes, la menace est neutralisée, sans qu'aucun civil ne sache ce qui s'est passé. Ce jour-là, Ibrahim Traoré comprend que sa survie dépend d'un système où la vigilance précède toujours l'action. Dès lors, la garde n'est plus un rempart, mais un organisme vivant, branché sur chaque pulsation du pouvoir. Dans les semaines qui suivent, les entraînements changent de nature. Les hommes n'apprennent plus seulement à tirer, mais à penser comme des assaillants. Chaque scénario d'embuscade, chaque tentative d'empoisonnement, chaque infiltration avortée devient un chapitre de leur manuel vivant. Les rituels se codifient, repas précis en silence, communication par signaux visuels, exercice dans le désert, sans contact extérieur. Aucun téléphone, aucun témoin. Les rares civils qui croisent ces gardes parlent d'une présence presque irréelle. Ils ne haussent jamais la voix, ne rient jamais en public. Leur loyauté se lie dans la retenue. Et pourtant, derrière cette austérité, se cache un sens du devoir presque mystique. Protéger Ibrahim Traoré, c'est protéger l'idée même de souveraineté africaine. Quand les premières rumeurs d'infiltration étrangère circulent, la garde resserre encore ses cercles. Les vérifications deviennent doubles, les itinéraires triplés. Chaque mot prononcé est pesé, chaque silence devient un code. Cette paranoïa apparente, pourtant, sauve plusieurs fois le régime de Traoré d'opérations d'influence déguisées en alliances diplomatiques. Ainsi se construit la légende. Un mur sans pierre, une vigilance sans sommeil, et un homme, Ibrahim Traoré, au centre d'une révolution qui ne dort jamais. Les chiffres ne racontent jamais toute l'histoire. Mais ils éclairent ici une mécanique de fidélité mesurable. Depuis 2022, le nombre d'incidents sécuritaires ciblant le président a chuté de près de 40%, selon des sources militaires internes. Cette diminution ne vient pas d'une baisse des menaces, mais d'une hausse de la capacité d'anticipation. La garde intercepte désormais 8 risques sur 10
avant qu'ils ne deviennent tangibles. Chaque opération réussie confirme la valeur d'un système fondé sur la vigilance humaine plutôt que sur la technologie importée. Le premier indicateur significatif est la réduction des brèches d'accès. Entre 2023 et 2024, moins de 5 intrusions ont été enregistrées dans les zones de déplacement présidentiel, contre une moyenne de 12 l'année précédente. Chaque anomalie détectée donne lieu à une session de débriefing obligatoire, où les gardes analysent leurs réflexes, leurs émotions et la chaîne de décision. Cette introspection méthodique produit une mémoire collective. La loyauté devient un protocole reproductible. Un autre chiffre révélateur concerne la stabilité politique. Les enquêtes d'opinion réalisées à Ouagadougou montrent que 61% des habitants associent la sécurité du capitaine à la stabilité du pays. Cela traduit un transfert symbolique. Protéger Ibrahim Traoré, c'est protéger la continuité de la révolution. Cette perception renforce la légitimité du pouvoir, sans discours triomphaliste. Elle repose sur la constance du calme. Un troisième indicateur concerne la capacité de formation. Chaque garde actif forme en moyenne 2,3 recrues par an, souvent issus des zones rurales. Ce ratio peut paraître faible, mais il reflète la rigueur du processus. 90% des candidats échouent avant la fin du premier cycle. Ceux qui réussissent ne sont pas choisis pour leur force physique, mais pour leur endurance morale, la faculté de rester lucide face à la peur. Ces chiffres dressent un tableau où la performance se confonde avec la foi. Mais ils révèlent aussi une limite. Plus la sécurité se perfectionne, plus elle se ferme sur elle-même. Certains observateurs soulignent qu'un système reposant sur une confiance absolue risque de s'auto-saturer. Une garde trop sûre de ses réflexes peut finir par manquer l'imprévisible. Ibrahim Traoré, conscient de ce risque, aurait demandé un audit interne annuel, non pas pour juger, mais pour maintenir la vigilance critique au sein de son cercle. La donnée la plus éloquente, enfin, reste invisible. Aucun incident documenté n'a atteint la zone 1, celle où se trouve le capitaine, depuis 18 mois. Dans un pays où la menace est permanente, cette statistique tient du miracle organisé. Elle ne repose sur aucune forteresse, seulement sur la cohésion d'hommes, convaincus qu'une révolution ne se protège pas avec des murs, mais avec une mémoire vivante. Les chiffres confirment ce que les regards savaient déjà. La loyauté, ici, est une stratégie de survie collective. Dans les cercles d'analyse, deux visions s'affrontent autour du régime d'Ibrahim Traoré. Certains considèrent que la garde personnelle représente un bouclier nécessaire, un organe vital pour protéger la révolution des manipulations étrangères. Dans un contexte où chaque appel téléphonique, chaque visite diplomatique peut cacher une influence, la méfiance devient vertu. Selon cette approche, restreindre les accès au capitaine, c'est garantir que les décisions restent nationales, dégager des filtres extérieurs. D'autres, plus critiques, redoutent que cette loyauté absolue se transforme en isolement. En filtrant trop, on étouffe les signaux faibles venant du peuple. Plaintes, inquiétudes, réalité quotidienne. Un pouvoir qui n'écoute plus que sa garde finit par ne plus entendre la société. Des précédents historiques, du Ghana à la Guinée, montrent que les murs de protection finissent souvent par devenir des murs d'aveuglement. Le danger ne vient alors plus de l'extérieur, mais du silence intérieur. Les défenseurs du modèle de Traoré répliquent par les faits. Aucun incident majeur, aucune infiltration confirmée, aucune fuite stratégique depuis son arrivée au pouvoir. Ils rappellent que les dirigeants africains qui ont misé sur la transparence totale ont souvent vu leur système se fissurer sous la pression combinée des puissances étrangères et des rivalités internes. Ici, la discipline est vue non comme une fermeture, mais comme un apprentissage de la prudence. Pour concilier ces deux logiques, certains conseillers évoquent une évolution. Institutionnaliser la vigilance, transformer la loyauté en structure d'État,
ouverte au contrôle civil, sans affaiblir la cohérence du cercle de confiance. C'est le pari d'un équilibre fragile, protéger sans étouffer, filtrer sans enfermer. Et c'est là qu'Ibrahim Traoré doit affronter son dilemme le plus subtil. Comment rester le gardien de la révolution sans devenir son geôlier? Le danger ne vient plus de dehors. Par cette phrase, glissée lors d'une réunion restreinte, Ibrahim Traoré aurait reconnu l'inflexion la plus critique de son pouvoir. Jusqu'ici, la menace semblait extérieure. Complot, ingérence, infiltration. Mais au milieu du parcours, le capitaine découvre que la loyauté absolue peut engendrer un autre péril, celui de l'isolement lent. Autour de lui, la garde fonctionne avec une perfection presque mécanique. Chaque protocole est maîtrisé, chaque silence calculé, chaque regard interprété. Cette maîtrise pourtant crée un paradoxe. Plus la sécurité se renforce, plus la distance entre le chef et le peuple s'accroît. Les rumeurs commencent à circuler. Certains proches du capitaine ne lui rapporteraient plus que des messages filtrés. Ce moment marque une charnière dans le récit. Ce qui devait protéger la révolution menace désormais de l'étouffer. Et Ibrahim Traoré, conscient de ce glissement, amorce discrètement une ouverture. Consultation civile, contact direct avec les unités régionales, canaux parallèles d'écoute. La vigilance doit redevenir une force vivante, non un mur d'acier. Les conséquences de ce modèle de protection se déploient dans 4 sphères distinctes de la société burkinabé, chacune reflétant un visage du pouvoir d'Ibrahim Traoré. Tout d'abord, la stabilité institutionnelle s'est consolidée. Depuis 2 ans, aucune tentative de coup d'État n'a dépassé le stade de rumeur. Les infrastructures administratives fonctionnent mieux dans les zones sécurisées, et le sentiment d'ordre s'est accru à Ouagadougou. Mais cette solidité a un prix, la centralisation extrême du pouvoir décisionnel. Beaucoup de ministères attendent la validation directe du capitaine avant d'agir, ce qui ralentit certaines réformes sociales. Ensuite, dans le domaine diplomatique, la garde, en filtrant l'accès au chef de l'État, a redéfini le protocole diplomatique. Les délégations étrangères doivent désormais passer par 3 niveaux d'évaluation, un processus qui a réduit de 35% le volume des rencontres bilatérales officielles. Résultat, le Burkina Faso a gagné en autonomie stratégique, mais perdu en rapidité d'ajustement international. Le pays affirme son indépendance, mais certains partenaires interprètent cette prudence comme de la méfiance. Dans les chancelleries, on parle d'un pouvoir hermétique, à la fois respecté et redouté. Puis, au niveau des forces de sécurité, la méthode Traoré inspire désormais d'autres unités. L'armée régulière et les groupes d'autodéfense locaux adoptent des protocoles de vigilance inspirés de la garde présidentielle. Cela renforce la cohésion militaire, mais crée aussi un effet de mimétisme. Chaque corps veut son propre cercle de confiance. Cette fragmentation possible du commandement inquiète certains officiers, car elle multiplie les zones d'autorité restreinte. Le paradoxe réapparaît. Plus on protège le système, plus on l'alourdit. Enfin, dans la vie quotidienne, la population associe la garde de Traoré à la paix relative retrouvée. Les attaques armées ont diminué dans plusieurs régions, et le retour progressif des marchés ruraux symbolise cette respiration. Mais certains citoyens dénoncent un climat de suspicion généralisé. Les contrôles routiers se multiplient, les conversations publiques se font plus prudentes. La sécurité apaise, mais la peur silencieuse grandit, celle de mal parler, de mal comprendre, d'être observé. Ainsi, le système mis en place par Ibrahim Traoré illustre une vérité ancienne. La protection totale n'existe pas sans coût social. La loyauté qui protège peut aussi isoler. Le défi désormais consiste à transformer cette discipline en confiance ouverte, sans diluer la vigilance qui a jusqu'ici permis au pays de tenir debout.
Les mois à venir définiront si le modèle forgé par Ibrahim Traoré devient une structure d'État durable ou une bulle de discipline vouée à éclater. 3 trajectoires se dessinent, chacune plausible selon la manière dont la garde et le pouvoir civil interagiront. D'abord, une consolidation prudente pourrait voir la garde conserver son efficacité, tout en intégrant lentement des mécanismes de contrôle interne. Les consultations avec les unités régionales s'intensifient et le gouvernement formalise un code de conduite pour les forces de sécurité. Le régime gagne en stabilité sans céder à l'immobilisme. Une trajectoire plus optimiste envisage l'institutionnalisation de la vigilance. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la loyauté devient culture d'État. Les valeurs de la garde, discipline, silence, résistance, sont transférées vers l'administration et les institutions locales. Les gardiens deviennent formateurs, non plus seulement protecteurs. Cette transformation ferait du Burkina Faso un laboratoire africain de sécurité souveraine. La méfiance se convertirait en confiance méthodique, une révolution qui apprend à se préserver sans se replier. Mais une issue pessimiste reste possible, le repli du cercle fermé. La garde se renferme davantage, les critiques sont assimilées à des menaces, les communications civiles se tarissent et le pouvoir se déconnecte des réalités régionales. La surveillance, conçue pour protéger, devient un instrument de contrôle. Dans cette configuration, la popularité de Traoré décline lentement, minée par la distance et la fatigue sociale. Le régime, trop méfiant pour se renouveler, risquerait d'éroder sa propre légitimité. Entre ces 3 voies, la frontière est ténue. Le choix déterminant sera celui du dialogue. Ouvrir sans se désarmer, écouter sans s'exposer. L'histoire africaine a souvent montré que la survie des révolutions dépend moins de la force que de la capacité d'adaptation. Ibrahim Traoré devra transformer la prudence en politique et la vigilance en vision. Au-delà des chiffres et des stratégies, le destin d'Ibrahim Traoré résonne dans la vie quotidienne des Burkinabés. Dans les villages, les récits de sa vigilance circulent comme des contes modernes. Le capitaine qui dort peu, qui écoute les anciens, qui refuse la complaisance. Ces histoires nourrissent une forme de confiance populaire rare, née moins du culte que de la reconnaissance. Le peuple voit en lui non pas un héros, mais un homme qui porte le poids de ses promesses. Pourtant, derrière cette admiration se glisse une inquiétude. Beaucoup se demandent combien de temps un dirigeant peut rester connecté à sa base quand le silence devient règle d'État. Les commerçants de Bobo-Dioulasso murmurent que la peur des mots grandit. Les enseignants, eux, saluent la stabilité revenue, mais craignent l'étouffement du débat. Entre sérénité et tension, la société burkinabé avance comme sur un fil, consciente que chaque excès de prudence pourrait briser le fragile équilibre retrouvé. Cette révolution, dans sa forme la plus intime, est une épreuve morale collective. Elle interroge chacun. Jusqu'où faut-il se taire pour protéger ce qu'on aime? La réponse n'est pas simple, mais tant que le capitaine Ibrahim Traoré maintiendra ce lien, même ténu, avec les voix de la rue, la révolution gardera un visage humain. Car au fond, le peuple ne réclame pas un protecteur parfait, seulement un chef qui écoute encore. Pour que l'équilibre entre protection et ouverture perdure, Ibrahim Traoré devra transformer l'intuition de sa garde en une véritable architecture d'État. Cette mutation ne peut s'improviser. Elle exige méthode, contrôle et confiance partagée. 5 étapes s'imposent pour convertir la loyauté personnelle en sécurité institutionnelle. D'abord, il faut codifier la vigilance. Les protocoles de la garde doivent être transcrits dans un cadre légal, accessible aux organes civils de contrôle. L'objectif, que la sécurité ne dépende plus d'un homme, mais d'un principe. Ensuite, créer un audit indépendant. Un comité de supervision, composé de magistrats et d'anciens officiers,
assurerait la transparence des opérations sensibles. Il garantirait que la discipline demeure une vertu, non une arme politique. Puis, intégrer la formation éthique. Chaque membre des forces de sécurité recevrait un enseignement en psychologie du pouvoir et en droit public. La fidélité s'y apprendrait comme un service à la nation, non comme une allégeance. Il faut aussi ouvrir des canaux citoyens. Des plateformes d'alerte sécurisées permettraient aux civils de signaler anonymement les abus ou dysfonctionnements. Ce lien renforcerait la confiance sans fragiliser la vigilance. Enfin, institutionnaliser la relève. Préparer dès maintenant la génération suivante à reprendre cette culture de responsabilité évite que la loyauté meure avec le capitaine. Ainsi, Ibrahim Traoré pourrait faire de sa garde un prototype de gouvernance protectrice mais perméable. Un modèle africain où la transparence devient la plus haute forme de défense. Quand la poussière retombe sur Ouagadougou, il ne reste qu'un silence, celui de ceux qui veillent encore. Autour d'Ibrahim Traoré, les visages de la garde se fondent dans l'ombre, mais leur mission persiste. Protéger non un homme, mais une espérance. Cette idée, née des tranchées et trempée dans la méfiance, devient aujourd'hui un symbole d'endurance africaine. Leur fidélité n'est pas une posture, c'est une mémoire vivante, forgée dans la peur et la foi. Un soir, racontons. Tant le capitaine aurait murmuré à l'un de ses gardes « Nous ne défendons pas un trône, mais un passage ». Cette phrase, transmise de bouche en bouche, est devenue le mot de ralliement d'une génération. Elle rappelle que la vraie force d'un pouvoir ne réside pas dans le métal des armes, mais dans la clarté du devoir. Et c'est là, dans cette lumière ténue, que s'inscrit la promesse ultime. La révolution ne meurt pas si elle continue d'écouter ceux qu'elle protège. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un capitaine. Il est le gardien d'un souffle qui cherche encore à devenir institution. Le destin du Burkina Faso se joue désormais dans la manière dont le pouvoir saura écouter son propre silence. Car protéger un leader n'a de sens que si cette protection laisse passer la voix du peuple. Autour d'Ibrahim Traoré, la vigilance a prouvé sa force. Il lui reste à prouver sa sagesse. Transformer la méfiance en confiance, la discipline en ouverture, voilà la vraie bataille des mois à venir. Cette révolution n'a pas besoin d'un nouveau héros, mais d'un relais collectif, une génération capable de transformer la loyauté en loi, la surveillance en culture partagée. Les citoyens, les soldats, les observateurs extérieurs ont tous un rôle. Maintenir vivant le dialogue entre sécurité et liberté. Ce n'est qu'à cette condition que le rêve de souveraineté africaine survivra à ses gardiens. Alors, posons ensemble la question essentielle. Que veut dire protéger? Aujourd'hui, sauver un homme ou donner à un peuple la force de se protéger lui-même? La réponse, comme l'avenir du Burkina Faso, reste ouverte entre prudence et espoir.